aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On commence tout de suite avec une petite citation. Vous savez que j'aime bien souvent commencer la vidéo par une petite citation et qui va donc nous annoncer le thème de la vidéo. Ce sera encore des séances commentées. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de mettre l'accent sur le fait qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Et donc moi c'est ce que j'essaie de faire évidemment à travers toutes mes vidéos, de vous faire comprendre un petit peu plus la manière dont fonctionnent les chevaux. Et aujourd'hui on va s'axer un petit peu plus justement sur la lecture des signes, du moins quelques-uns évidemment. C'est un petit peu compliqué de faire une vidéo sur tout le langage du cheval, mais repérer principalement les signes de stress à temps. Parce que souvent ce que j'ai remarqué notamment dans mes cours, c'est que les gens réagissent, mais réagissent trop tard. Notamment en extérieur, les gens ont tendance à réagir juste avant en fait que le cheval explose et vous allez le voir que c'est déjà beaucoup trop tard et qu'avant même les signaux de stress, il y a d'autres signaux avant-coureurs. On va parler aussi de la vraie décontraction, des vraies émotions positives qu'on peut avoir au travail, à nouveau comment les provoquer, et on aura aussi exactement quelque chose de très concret avec une liste de choses à checker pour voir un petit peu dans quel état mental est votre cheval en séance. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter vraiment des choses très concrètes, des clés que vous pourrez vraiment réutiliser. Comme je vous le dis toujours, ma méthode c'est avant tout de s'adapter à chaque cheval, de comprendre chaque cheval, et c'est pour ça que je vous apporte pas des solutions en kit où je vous dis pour faire ça, c'est telle étape, telle étape, telle étape, et puis ça marchera toujours. Non, c'est pour ça que j'essaie vraiment plutôt de vous permettre de comprendre les signaux de votre cheval, de vous apporter des petites clés comme on va avoir encore dans cette vidéo, pour qu'après, vous puissiez de votre côté arranger vos clés et créer votre petit monde avec votre cheval autour de ça. Avec chaque cheval, chaque humain, il y a une méthode différente. Donc du coup, chaque couple humain-cheval est unique, et donc doit avoir son propre mode de fonctionnement, et on en reparlera de nouveau un petit peu plus tard. C'est important que chaque chose que vous faites avec votre cheval, chaque geste que vous faites, chaque demande que vous posiez, que ça vous parle, et pas juste le faire parce que « ah oui, mais je l'ai vu là ». Voilà, et ça on y reviendra un petit peu plus loin. On commence tout de suite avec le thème de l'extérieur, et on va parler justement de comment gérer le stress en extérieur. Il y a plein de petites techniques possibles. On peut aussi, évidemment utiliser les jeux d'éveil, c'est-à-dire les balles à pousser, etc., qu'on peut introduire également en extérieur, mais on peut aussi utiliser la technique du changement de focus, et ça c'est quelque chose un petit peu plus rapide quand on n'a rien sous la main. C'est quelque chose qu'on peut faire vraiment en tout temps. Donc ici, avec Caresse, on repart pas mal en balade en ce moment. On a beaucoup de gel la journée, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de faire autre chose. Et puis du coup, on en profite en fait pour refaire un petit peu des entraînements d'endurance, parce que vous savez qu'on adore cette discipline avec elle, et que cet été, on planifie peut-être de repartir de nouveau sur des courses. Donc là, ici, on a fait notamment dans les images que vous voyez là, une belle balade d'environ 10 km. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une des précédentes vidéos, on parlait notamment de laisser le choix au cheval en balade. Et en fait, plus je fais des longues balades, mieux elle est. Elle est jamais pressée de rentrer. Comme je vous l'avais dit également, elle est même plus confiante dans les nouveaux chemins. Elle adore découvrir. Et j'ai vraiment une jument, sans peur, qui est dans la décontraction tout du long, parce que elle est dans le bon état mental. Voilà, elle est motivée quand on part pour des longues balades, dans des nouveaux tours. Elle est contente. Quand je lui fais faire le tour du pâté de maison, ça la met clairement pas dans le bon état mental, et là c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir bien avec moi. Quand on est sur des longs tours comme ça, elle est beaucoup plus disponible. Par contre, je vais y venir tout de suite, dès que je sens la moindre tension, je réagis tout de suite. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, si on réagit trop tard, là c'est foutu. Et à chaque fois, plus on fait des longues balades, plus on vit d'aventure. Là notamment, il y avait une énorme flaque avec une fine couche de glace. Donc ça passait, mais clairement quand elle marchait, ça cassait la glace, et en dessous c'était vraiment très peu profond, c'était pas dangereux. Mais donc le bruit était assez impressionnant. Et donc ça c'est quelque chose qu'avant, clairement, elle se serait renfermée, elle aurait refusé d'avancer. Ici, j'ai pu vraiment la porter avec ma voix tout du long, et elle a vraiment accepté de rentrer dans cette flaque. Ça, indépendamment de ce que je fais au moment où je sens qu'il peut y avoir tension. Je lui parle beaucoup, ça vous savez, voilà. Je travaille beaucoup avec la voix, mais en balade, je la tiens beaucoup avec ma voix, parce que ça agit vraiment sur la décontraction à la fois de l'humain et du cheval, et puis surtout, ça permet de garder son focus sur moi. Comme je ne suis pas à côté, c'est très compliqué du coup de garder le focus visuel. Par contre, je veux qu'elle continue à savoir que je suis là au-dessus. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup la voix, et on va en revenir dans quelques secondes à l'important justement de ce focus. Et donc du coup, comme je vous disais, très peu de frayeur, on a même pu faire de très bons galops, son équilibre s'est vraiment bien amélioré,
On a même pu galoper en suivant des vélos, ça elle adore ça. Reine longue, sans chauffer, c'était vraiment très très agréable. Petite anecdote drôle, sur cette balade on a croisé des vélos, des chiens, vraiment beaucoup de choses. Elle a eu peur de rien, la seule chose dont elle a eu un petit peu peur, c'était d'une boîte aux lettres couchée. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Habituellement, quand on passait là, c'est vrai que la boîte aux lettres était debout. Et là, de la voir couchée, ça, voilà, elle s'est dit merde, on tue les boîtes aux lettres dans cette région. C'est une région dangereuse. Donc bref, voilà, ça c'était la petite anecdote un peu drôle. Et les choses qui changent de position, ça c'est en effet quelque chose qui peut être très stressant. Et donc du coup, comme je vous le disais, l'important pour que ça se passe bien en balade, c'est de garder le focus de votre cheval avec vous. Je vous dis toujours, on commence chaque séance par donc ce que j'appelle l'échauffement mental, ou, ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ce que je commence également avec la plupart de mes élèves. On demande des plis au cheval, de venir nous suivre à gauche, à droite, devant, derrière, avec le mot « viens », et de garder toujours, par ce mot « viens », la connexion avec le regard. D'avoir un cheval qui nous suit avec le regard, où qu'on soit. Et donc monter, même si on a fait cet échauffement avant de partir à pied et qu'on a le contact visuel, on n'aura plus le contact visuel une fois sur le cheval. Et comme vous le savez, monter, les perceptions du cheval sont complètement différentes. Donc ce qu'on va faire, c'est de garder justement cette connexion par le contact physique. On parlera dans quelques instants du toucher calmant, et par justement la voix. Et donc d'avoir un cheval qui ne donne plus son regard quand on appelle le regard, mais qui redonne simplement son focus, ses oreilles, par exemple, vers vous, quand on le rappelle avec nous. Et ça, comme vous savez, j'aime beaucoup faire des parallèles avec mes cours également, et donc là je vais le refaire encore ici. J'ai une élève avec qui j'ai commencé il y a pas très longtemps des séances, et simplement en 2 séances, on a bossé juste sur la communication. Donc simplement, quel est le focus de son cheval, avec justement l'échauffement mental, comme je vous le disais, mettre de la joie, et beaucoup de travail sur le savoir-être de l'humain, parce que c'était une personne qui doutait beaucoup, qui avait du mal à prendre sa place, et il y avait du coup un gros manque de connexion clairement avec sa jument, et du coup on a juste travaillé là-dessus, vraiment juste sur l'introduction en fait à la connexion, à l'ouverture du dialogue, et rien qu'en travaillant là-dessus, la jument a amélioré ses comportements sur plein de choses sur lesquelles on n'a pas du tout bossé directement. Par exemple, donner les pieds. C'était une jument qui ne donnait pas les pieds. C'était une jument qui, quand elle avait la tête dans le foin au box, et que la propriétaire voulait lui enlever la couverture par exemple, elle n'arrivait pas à la faire reculer, elle n'arrivait pas à la faire bouger, la jument l'ignorait complètement, c'était un roc. Et là, rien qu'en travaillant là-dessus en carrière, on n'a pas travaillé dans le box, on n'a pas travaillé sur la couverture, on n'a pas travaillé sur le reculer, on n'a pas travaillé sur le donner les pieds, mais rien qu'avec ça, rien qu'avec ce travail sur le focus, ce travail sur la connexion, on a une jument maintenant qui donne les pieds en légèreté, qui note quand sa cavalière rentre dans le box et qui recule quand elle veut lui enlever la couverture. Comme ça, vous voyez un petit peu l'importance de travailler tout ça. Dans ce travail-là, ce qui est important aussi, c'est de repérer la déconnexion avant qu'elle n'ait lieu. Donc par exemple, quand on est à pied, dès qu'on commence à perdre le regard, même si on a encore une oreille, c'est le signe que le cheval va se déconnecter. Ensuite, après, le cheval va détourner la tête et puis détourner le corps et là, c'est foutu. Souvent, notamment cette élève, rappelait sa jument quand elle avait déjà tourné la tête. Mais c'est trop tard, et alors après elle me disait, elle ne vient pas, non, parce que c'est trop tard. Et donc c'est de nouveau cette question de timing. Ce qui est important, c'est de toujours regarder où est le focus de son cheval. Un cheval qui va balayer tous les objets autour de lui, du regard, c'est un bon signe, c'est normal. Les chevaux, c'est comme ça qu'ils se comportent. Donc en balade, Caresse, je peux pas lui demander d'être focus sur moi en permanence. Surtout quand on est dehors, le but c'est de balader, de regarder ce qu'il y a autour aussi. Donc là, je veille à ce que Caresse balaye les objets autour d'elle. Elle regarde et elle a un focus partagé. Et ça, c'est ce à quoi je fais attention et ce que donc du coup, vous aussi, vous devez faire attention en balade. C'est ça que vous devez surveiller. Dès que vous avez votre cheval qui se focus complètement sur un seul objet dans son environnement, il braque les 2 oreilles, il regarde fixement quelque chose, ici, on a le risque d'explosion parce qu'on est déjà dans une posture d'évaluation, on en a déjà parlé, souvenez-vous, dans les précédentes vidéos, on est déjà carrément dans un signal de stress. Et donc là, à ce moment-là, vous avez déjà perdu votre cheval. Vous pouvez évidemment à ce moment-là lui demander de changer son focus, il vaut mieux tard que jamais, mais ça sera beaucoup plus compliqué que si, comme je vous disais, vous vous occupez en amont de proposer à votre cheval de régulièrement changer son focus. Changer de focus, c'est quoi ? C'est simplement détourner la tête d'un objet pour en regarder un autre, ou carrément, se tourner vers l'humain. Mais le plus important, c'est que le cheval continue à balayer sans rester figé sur quelque chose. Une fois qu'on a une posture d'évaluation, le cheval peut aller soit en détente, soit exploser.
Et ça, tout va dépendre en fait de comment vous allez réagir à ce moment-là. Si vous permettez à votre cheval de revenir en détente ou si au contraire, vous le poussez encore plus dans le stress et que vous lui confirmez que ce qu'il regarde fait peur. Mais comme je vous dis, ce qu'il faut vraiment, c'est essayer de repérer les signes avant-coureurs à ça, on y vient tout de suite. Voilà, je vous brosse d'abord un petit peu le tableau de tous les signes et après on viendra aux solutions, ne vous en faites pas, ça arrive. Comme je vous ai dit, ce qui est important c'est le focus mouvant, on le voit voilà, au niveau du regard mais aussi au niveau des oreilles. Les oreilles doivent être mouvantes entre guillemets, je vous mets une image ici. Voilà, ça montre que le cheval a une écoute et un focus diversifié. Le mieux c'est une oreille devant, une oreille derrière, ça veut dire qu'il est focus un peu sur vous, sur le cavalier, et puis un peu voilà, sur son environnement devant, c'est très bien. Mais si les oreilles tournent un peu, c'est plutôt bien. Mais attention, le rythme doit être lent, comme vous le voyez ici sur l'image. Si par contre, tout à coup, les oreilles se mettent à bouger beaucoup, c'est un petit peu le gyrophare là au-dessus, ça veut dire qu'il y a soit beaucoup de stimuli, soit, le plus souvent c'est ça, c'est que le cheval ne comprend pas quelque chose. Et vous allez me dire, quand il y a beaucoup de stimuli, ça revient un petit peu à ça. C'est que le cheval est un petit peu submergé d'informations, et du coup que le cheval cherche et s'interroge et ne comprend pas. Il est en analyse, mais en analyse sous tension. Donc ça peut justement finir en boum, deux oreilles fixées dans une même direction, un focus unique, et donc le signe que ça ne va plus du tout. Donc si les oreilles commencent à se figer ou commencent à trop s'agiter, ça peut justement être un bon signe qu'on n'est plus dans un focus mouvant détendu. Ce qui peut être intéressant d'observer aussi, c'est de voir un petit peu justement comment le cheval va appréhender son environnement autour de lui, notamment par l'odorat. Comme je vous l'avais dit, plus vous allez laisser votre cheval un petit peu libre de ses choix, plus il va retourner un petit peu au naturel et plus il va utiliser justement son odorat pour appréhender ce qui l'entoure. Et ça peut être très intéressant, monter aussi à voir également, quand vous le laissez aborder des objets comme là, voilà, avec la flaque, etc., comme je vous disais. C'est qu'il y a des études qui ont mis en avant que le cheval utilise plutôt le naseau droit pour des odeurs nouvelles, inquiétantes ou excitantes, et le naseau gauche pour des odeurs connues et réconfortantes. Et contrairement aux yeux, parce que vous allez me dire, oui, c'est pareil, œil gauche, œil droit, il y a aussi cette différence, un œil plus pour ce qui fait peur, un œil plus pour ce qui est réconfortant. Là, la grosse différence, c'est que autant les yeux sont connectés chacun à un hémisphère différent du cerveau, donc œil droit, hémisphère gauche, œil gauche, hémisphère droit. Ici, les naseaux sont reliés au même hémisphère du cerveau, tous les deux du même côté. Et donc voilà, ça c'est vrai que moi quand j'avais lu cette étude, je vous mets évidemment toutes les références en description, je me suis dit tiens, c'est assez marrant, mais c'est vrai que voilà, je vous mets une petite illustration ici, Caresse ici qui sent la brouette où il y a habituellement des grains, il y a encore des seaux dedans et du foin, elle le sent qu'avec sa narine gauche, c'est assez impressionnant, elle a tout fait en narine gauche. Donc ça c'était un petit peu le point pour vous dire voilà, observez comment sent votre cheval, observez comment votre cheval, la position des oreilles de votre cheval, évidemment le niveau de tension dans le corps aussi, mais en général quand le niveau de tension monte, c'est déjà que c'est peut-être un peu tard. Mais voilà, observez ses oreilles, observez voilà quel naseau il utilise pour voir si c'est quelque chose qui l'inquiète ou quelque chose qui au contraire, c'est plutôt réconfortant ou je connais. Et maintenant on va en venir tout doucement à comment faire. Petite étape encore avant, il faut comprendre absolument la hiérarchie des signaux. Parce que je vous dis depuis le début de la vidéo, on réagit trop tard, oui d'accord, mais du coup, comment on sait quand réagir? Il y a 3 niveaux. Les signaux d'apaisement, les activités de substitution et les signaux de stress. Activités de substitution, il n'y en a pas forcément toujours, mais en tout cas, vous aurez la plupart du temps signaux d'apaisement avant tout ce qui est signaux de stress. Et donc, il va toujours falloir réagir, placer ce que je vais vous expliquer dans quelques instants, au moment où vous voyez les signaux d'apaisement, et pas quand on est déjà dans les signaux de stress. Signaux d'apaisement, c'est quoi? On les a vus déjà, je vous remets la vidéo en lien ici. On a détourné le regard, détourné la tête, mâchouillé, bâillé, étiré la mâchoire, etc., etc. Et donc là, avec ces signaux, le cheval communique sur son état émotionnel et essaye de l'améliorer. Je vous conseille de retourner voir la vidéo si vous voulez tous les détails, évidemment. Les activités de substitution, ça c'est quand le cheval, pareil, il est toujours dans la communication, il essaye d'améliorer son état émotionnel, il va se mettre à gratter, à manger frénétiquement, les tics, etc. Justement, voilà. Et les comportements un petit peu répétitifs, frénétiques, mordre dans un objet, voilà, etc. Il essaye de trouver un moyen pour se calmer, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas empêcher un cheval de tiquer, parce que justement vous coupez l'activité de substitution, et si le cheval n'a rien d'autre, qu'est-ce qu'il fait? Poum, il va tomber dans les étapes suivantes, le signal de stress. Donc voilà, après ça, si vous êtes en balade, que votre cheval voit quelque chose qui l'inquiète, en général, vous allez avoir signaux d'apaisement, signaux de stress, mais vous allez rarement avoir activité de substitution. Voilà, ça c'est plus sur des stress un petit peu chroniques. Voilà, la dernière étape, c'est le signal de stress.
Et donc là, c'est un réflexe. Là, on n'est plus dans la communication et le cheval ne gère plus ses émotions. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut essayer d'agir au moment de ces 2 premières étapes, quand le cheval communique et essaye d'améliorer son état. Parce que si vous intervenez à ce moment-là, le cheval est ouvert, il est dans le dialogue, et donc il va prendre votre solution beaucoup plus facilement. Si vous agissez au moment du comportement réflexe, où le cheval est complètement dans l'émotion, il s'est laissé submerger, évidemment c'est possible. Et puis vous allez le voir ensuite, des choses qui peuvent s'entraîner, notamment au niveau du toucher calmant. On peut entraîner le cheval à y répondre pour que ça devienne également un réflexe. Mais évidemment ce sera moins probant que si on réagit en temps et en heure. Et donc là, les comportements réflexes, c'est quoi? Des mouvements vifs, un cheval qui crottine, on a aussi notre posture d'évaluation. Et puis après, on peut rajouter carrément un stade 4, là c'est l'explosion. Mais là on n'est plus vraiment dans le signal, on est juste dans l'expression du comportement. Ça peut aussi être le cheval qui bloque, qui s'arrête et qui refuse d'avancer, notamment en balade. Moi, ce que j'aime donc beaucoup utiliser, et je vous en avais parlé dans une des vidéos il y a assez longtemps, c'était le changement de focus, donc où je demande simplement, avec un toucher sur le corps de mon cheval, à remettre son attention sur moi. Et ça, c'est vraiment très pratique. On peut le faire à pied comme montée. Donc dès que je commence à ne plus avoir ce focus mouvant, hop, je vais exercer une petite pression, un contact sur l'épaule de mon cheval ou ailleurs, et je lui demande de revenir vers moi. Le mieux, comme je vous dis, c'est de faire ça au moment où on a un signal d'apaisement. Nous aussi, on peut produire en même temps un signal d'apaisement à notre cheval. Mais là, voilà, on parlait un petit peu des balades, et c'est vrai qu'en balade, faire un signal d'apaisement quand vous êtes sur le dos de votre cheval, comme je vous dis, vous avez que vraiment le toucher et votre voix. Donc, détourner la tête comme je le fais à pied, ça va être un petit peu plus compliqué de faire ça monter. Attention, quand je dis focus mouvant, je ne veux pas dire non plus empêcher le cheval de regarder s'il y a quelque chose qui l'intrigue. On laisse évidemment le cheval analyser ce qui peut lui faire peur, et comme je vous l'avais expliqué déjà dans plusieurs autres vidéos, alors là on tombe du coup dans une autre attitude. De nouveau, c'est à nous d'être clairs dans nos attitudes pour transmettre les bonnes choses au cheval au bon moment. Là, à ce moment-là, on peut proposer carrément au cheval d'aller toucher ce qui l'impressionne, soit monter si le cheval est déjà avancé, soit, comme je vous dis toujours, on repart à pied, on va nous-mêmes au-devant de ce qui impressionne le cheval, on touche nous-mêmes l'objet, on lui montre que c'est très chouette, et le cheval ensuite nous rejoint pour venir toucher de lui-même. Et évidemment, c'est important aussi de vous montrer à votre cheval que vous maîtrisez l'environnement, que ce soit en balade à pied ou montée, de vous aussi avoir un focus diversifié, où vous montrez à votre cheval que vous aussi, vous êtes ouvert à ce qu'il y a dans l'environnement, vous surveillez sans pour autant avoir une intention stressée de votre côté, mais dans une intention très calme. Et évidemment, si votre cheval produit un signal d'apaisement quand vous êtes en séance, que ce soit monté ou à pied, et que c'est suite à une demande, vous devez arrêter votre demande avant. C'est pour ça que je vous dis toujours, souvenez-vous dans les vidéos avec notre amie Perle, je vous disais toujours avec cette jument très sensible, on arrête toujours la demande avant le premier signal de stress. Parce que je l'arrête au moment du signal d'apaisement. Je n'attends pas que la tension monte et qu'on soit déjà dans un signal de stress. On arrête avant le stress. Pour que le cheval en plus se dise « Ah bah tiens, j'ai même pas besoin de lui dire, il s'est déjà arrêté. Donc je peux lui faire confiance. » Et donc ce changement de focus peut être couplé, vu qu'on fait ça au niveau tactile, le coupler avec une demande vocale pour que ce soit encore plus probablement monté, mais j'aime beaucoup moi le coupler avec ce que j'appelle le toucher calmant, ça je vous en avais déjà parlé précédemment, et où donc je vais vraiment juste venir poser la main sur l'épaule de mon cheval ou sur toute autre partie du corps et venir diffuser beaucoup de calme. Et ce qui compte vraiment dans le toucher calmant, plus que le code vocal ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'intention que vous posez à ce moment-là. Et quand je vous disais il y a quelques secondes, où des fois on n'a pas pu réagir au moment du signal d'apaisement, on n'a rien vu et on se retrouve à devoir faire ça au moment du signal de stress, le toucher calmant, on peut vraiment l'apprendre comme un réflexe. Et donc ça, on va vraiment apprendre au cheval dans des moments de détente, comme ici avec Caresse, elle est au pansage, elle est déjà complètement détendue. Je vais venir lui proposer un contact, donc là ici je me mets carrément tout mon corps contre elle, mais évidemment quand on apprend le toucher calmant, on peut juste venir avec une main contre l'épaule de son cheval, et à ce moment-là, quand le cheval est déjà calme, on va venir diffuser du calme encore plus. On pose sa main, dans nos ancrages, on envoie de l'empathie, on est dans l'instant présent, on contrôle sa respiration, on ressent tous les muscles du cheval sous la peau, on est vraiment dans cette sensation, et on attend en fait que le cheval se calme encore plus, voire s'endorme carrément. Vraiment, un cheval qui va baisser la tête, qui va se mettre à mâchouiller, qui va se mettre à venir fermer un petit peu les yeux. Et là, hop, on arrête le toucher,
Et après, on peut le reprendre évidemment encore après et demander encore un petit peu plus de calme, mais vraiment, voilà, que ce toucher soit associé à cette intention qu'on pose et soit associé du coup au fait que le cheval se laisse gagner encore plus par le calme. Donc ensuite, quand vous referez ce geste avec cette même intention, quand le cheval sera dans un stress, ou dans un début de stress, comme je vous le disais, il aura du coup envie de revenir plus facilement avec vous dans le calme. On va avoir encore des petites applications, notamment avec les signaux d'apaisement, parce que ce sont souvent ceux qui sont le plus durs à repérer. Et vous allez voir que dans des situations qui ont l'air toutes bêtes, on peut avoir en effet des signaux d'apaisement. Ici que je vous plante un petit peu le contexte. On était en train de faire avec mes parents un chemin anti-boue, entre guillemets, donc on a mis des dalles et des cailloux pour essayer de stabiliser un petit peu cette zone qui était vraiment impraticable. Et donc au début, on essaye un petit peu de se mettre d'accord sur ce qu'on fait, etc. Et au début, c'est galère, et sans vraiment se fâcher, mais la tension monte un petit peu, et alors c'est très drôle, parce que Caresse était tout de suite venue voir près de nous, etc. Dès que la tension monte un petit peu, hop, tout de suite, elle se met à mordre dans le seau, et donc là, on a une très belle illustration du comportement, du coup, d'activité de substitution. Le signal d'apaisement, je ne sais pas, je ne regardais pas à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vu, probablement qu'il y en a eu un, et comme pas de réponse, on a ce comportement de substitution, de mordre dans le seau, et puis après, tout de suite, comme j'ai noté ça, tout le monde est redescendu, et puis ça n'a pas été dans le stress évidemment. Mais voilà, on voit vraiment l'éponge à émotion. Une fois que le chemin a été plus ou moins stabilisé, les dalles ressortaient encore pas mal, et donc du coup, c'était une surface un petit peu différente sur laquelle Caresse devait passer, et vous savez que ça, c'est quelque chose qui la stresse, notamment quand c'est dans son paddock. Vous savez qu'on avait fait des expériences avec ça, dès qu'il y a quelque chose de différent dans son paddock, c'est le stress. Un petit peu comme la boîte aux lettres couchée, dès que quelque chose change, c'est des fois pire que la nouveauté complète. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'elle passe seule sur ce tapis, justement. Parce que après, nous, on devait partir, et il fallait qu'elle repasse dans l'autre sens seule pour rentrer au box, et donc je voulais vraiment qu'elle le fasse en autonomie, d'elle-même, à son rythme. Et là, on a une super belle illustration de ce que je vous avais dit la dernière fois, que même en R+, on peut avoir de la montée en phase, et surtout une demande qui est vécue comme une pression. Ici, regardez le gros signal d'apaisement de Caresse. On a juste en fait mon père qui est derrière le tapis et qui demande à Caresse de passer avec beaucoup d'insistance, mais il lui montre une carotte en fait, donc il n'est pas du tout dans le renforcement négatif, il lui propose une carotte, simplement il est très insistant, il y a beaucoup de pression dans sa demande, il veut absolument qu'elle passe. Et à un moment donné, il pose même, on voit une carotte sur le tapis pour qu'elle vienne, et ça lui met encore plus de pression, parce qu'elle se dit, oh là là, pour avoir la carotte je dois faire ça, mais c'est compliqué pour moi. C'est trop compliqué pour moi. Et donc, on a clairement ici du R+, qui est vécu vraiment comme une pression, parce que c'est trop fort. On met une grosse récompense, comme je vous en avais parlé quand je vous avais introduit ce sujet-là, on met une grosse récompense pour forcer en fait le cheval à le faire. Mais du coup, de nouveau, le cheval se sent forcé de le faire. Et du coup, Caresse, qu'est-ce qu'elle fait ? Tout de suite, c'est un signal d'apaisement, et c'est ce que j'aime beaucoup avec elle. Elle faisait pas du tout ça avant, mais maintenant, j'utilise beaucoup ces signaux avec elle également, parce que moi aussi, j'en produis. Et du coup, dès qu'il y a trop de pression, tout de suite, elle n'hésite pas à me mettre un signal d'apaisement, et ça, c'est vraiment super, et même à l'exagérer. On voit ici, comme elle voit qu'on comprend pas, elle continue, elle tourne la tête, et c'est vraiment un signal très exagéré, c'est assez drôle à voir. Et donc là, évidemment, c'est important de stopper la demande, pour pas qu'elle passe dans le stress. Et donc moi, comment je fais ? Moi, comme je vous dis toujours, surtout que là, je voulais qu'il y ait beaucoup d'autonomie, moi, comme je vous dis, je mets aucune demande, j'attends. Et simplement, j'encourage quand elle met son intention vers le tapis, ce qu'elle fait très vite en fait, parce que c'est nouveau, elle a quand même envie de découvrir, de comprendre ce que c'est, elle a quand même envie d'aller en prairie, vous connaissez que derrière il y a sa prairie, donc voilà, elle n'a même pas besoin de carottes. Elle sait que de toute façon, il y a quelque chose de chouette derrière, il y a aller en prairie. Et du coup, elle passe seule et sans précipiter, parce qu'elle passe à son rythme. Moi, je vais vraiment au rythme du cheval. Comme quand je vous disais, pour cette histoire du traumatisme du camion, je pose aucune demande, simplement, j'encourage. L'humain est toujours trop pressé. Il faut essayer de se mettre de nouveau dans la tête du cheval, de voir comment il vit la situation et de vivre à son rythme. Ok, il y a quelque chose de nouveau dans mon pré. Ok, il y a un nouveau sol. Je veux prendre le temps de découvrir. Mais en même temps, j'ai besoin de faire des pauses. En même temps, j'ai besoin de regarder autour de moi, mon environnement, et puis de revenir au tapis. Et souvent, l'humain se dit « Ah ça y est, elle regarde plus le tapis, elle regarde ailleurs, faut que je redemande. » Non, elle a simplement besoin de faire une pause, elle a peut-être entendu un autre bruit ailleurs. Laisse-lui le temps d'analyser, de justement garder, comme on disait tout à l'heure, ses focus mouvants, de rester ouvert dans son environnement, c'est un cheval, c'est comme ça, et ensuite de revenir à l'activité, à son rythme.
Et au fait, plus on est pressé, moins ça ira vite. On l'a bien vu avec papa, et on voit comme avec moi, hop, tout de suite, elle vient vers moi, alors que pourtant, on a papa juste à côté, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais il est juste à côté, avec une carotte, et pourtant caresse qui elle regarde moi. Pourquoi ? Parce que c'est pas la carotte qui l'intéresse, c'est juste la bonne intention, la bonne énergie, et ce qui la rassure, où moi je suis juste là, il n'y a pas de pression, on est cool, et je suis contente simplement, voilà, que tu sois passé. Et ça revient à ce que je dis souvent dans mes cours, et que je vous dis aussi dans mes vidéos, revenir toujours au pouvoir d'attraction. On a toujours tendance à aller chercher le cheval, à lui mettre de la pression pour qu'il revienne quand il se déconnecte. Et je vois souvent mes élèves faire ça quand le cheval commence un petit peu à se déconnecter, toujours cette peur de la déconnexion. Ils vont tout de suite le chercher avec un viens, 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 tellement un viens insistant que le cheval vit ce viens comme une pression, et au lieu d'avoir un viens qui attire, on a un cheval qu'on pousse quand on dit viens. Il faut absolument lâcher prise sur ce besoin que le cheval vienne. Et souvent c'est pour ça que je mets les gens en liberté, parce que souvent vu qu'ils ont pas de longe, ils ont rien, ils sont déjà un petit peu plus dans le lâcher prise. Et souvent, ils utilisent naturellement un petit peu plus le pouvoir d'attraction, où ils vont au contraire se reculer pour essayer d'aspirer et de faire venir le cheval à soi. Si on avance la main, si on avance le haut du corps vers le cheval, en fait on le pousse parce qu'on prend tout son espace, alors que si on reste grandi, on peut avancer un petit peu la main si on veut pour faire ce geste de viens, mais reste grandi, voire on se recule un petit peu pour laisser justement de l'espace au cheval, là il va avoir envie de venir. Parce que si avec nos gestes on l'envahit, forcément il va se pousser. Alors que si on lui laisse de la place, en fait qu'on se recule pour mieux aller le chercher. En fait c'est vraiment cette image qu'il faut aller voir. Il faut prendre le temps de, se reculer pour laisser de la place au cheval et lui laisser donc la place de venir. Et ça, souvent, je m'écarte un peu là du sujet qu'on a vu avec Caresse, mais ce sujet du lâcher-prise est vraiment très très important, notamment quand on fait des exercices. Souvent, je demande aux humains, on l'avait vu dans la vidéo de Tekoa, de s'entraîner en fait sans le cheval, de passer dans les exercices, de passer dans les portes de cône, etc., tout ce que vous voulez, de le faire à pied, simplement pour travailler cette bonne attitude, la bonne gestuelle, mais surtout la bonne attitude et le bon discours intérieur tout au long du parcours. Et c'est très drôle parce que là encore, petite anecdote d'un de mes cours, toujours avec cet élève dont je vous parlais tout à l'heure, je lui avais notamment demandé, pour travailler son attitude, de passer dans l'exercice seule et d'imaginer simplement que la jument était à côté. Elle l'avait fait plein de fois avant avec la jument, ça n'allait pas. Et au moment où elle a fait l'exercice seule, et que du coup elle a eu la bonne attitude, la jument qui était sur le côté est carrément venue la rejoindre dans l'exercice et a fini l'exercice avec elle. Et donc c'est fou, parce que c'est quand elle ne lui a pas demandé de venir qu'en fait elle est venue. Et donc à nouveau, tout part de l'humain. Si on est dans le bon, après le cheval il vient tout seul et c'est beaucoup plus facile. Et donc on va faire juste une petite parenthèse ici sur le discours intérieur, où c'est toujours ce juste milieu qui est important entre avoir une idée claire en tête de où on veut aller pour ne pas être dans le doute, tout en étant ouvert au cheval, au dialogue et à pouvoir s'adapter et justement pouvoir lire les signes qu'on vient de voir il y a juste quelques minutes. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on a parlé des neurones miroirs. Et on avait dit que les émotions, la joie qu'on ressentait, le cheval pouvait les ressentir aussi également grâce à ces neurones miroirs. Et je vous avais dit, dans ce chapitre des neurones miroirs, que nous aussi, on pouvait tout à fait les utiliser et qu'on pouvait simplement, en regardant d'autres personnes faire certaines actions, en se concentrant vraiment dessus, apprendre déjà dans nos muscles, dans notre corps, ces actions, et que souvent on se bloque et on n'arrive pas à ressortir ces actions. Pourquoi ? À cause de nos croyances limitantes. Comme je vous le disais, on se croit pas capable, on se pose trop de questions, on dit toujours oui, je vais essayer, rien que de dire déjà je vais essayer, en général c'est raté, il faut dire j'y vais, je fais un pas, souvent c'est le plus dur, mais il faut simplement se lancer dans ce qu'on veut faire. Moi je vous disais toujours, les chevaux n'accèdent pas à toutes les capacités de leur cerveau, parce que dans la façon dont on les fait travailler dans l'équitation traditionnelle, les chevaux sont dans le stress, sécrétion de cortisol, ils n'accèdent pas à leur cortex préfrontal, pas assez de stimulation, ils ne sont pas assez dans le seeking, dans le play, au niveau des systèmes émotionnels. Donc voilà. Et moi j'avais dit, le but de mon travail, c'est vraiment de permettre aux chevaux d'accéder à leur plein potentiel, à toutes les capacités, à toutes les zones de leur cerveau. Et vous savez que je travaille énormément sur l'humain aussi, et je me rends compte que nous aussi, on n'accède pas du tout à notre plein potentiel au niveau de notre cerveau, à cause notamment en grande partie de nos croyances limitantes. On pourrait faire beaucoup plus de choses, mais où on se bride complètement. Et donc, le but de mon travail, c'est en fait vraiment ça, c'est que chacun développe ses capacités au niveau de son cerveau, le cheval autant que l'humain. Deux ont vraiment besoin de grandir ensemble à ce niveau-là. Et un des premiers trucs que je vois chez beaucoup d'élèves, même un discours ambiant que j'entends énormément, où les gens disent « j'ai pas de connexion avec mon cheval, j'ai pas de lien avec mon cheval », et qui prennent vraiment chaque déconnexion comme un manque d'amour.
Et justement, c'est ça le problème en fait. C'est ce ressenti de manque d'amour de l'humain. Le cheval n'est pas là en fait pour nous prouver quoi que ce soit. C'est vraiment à nous de nous aimer nous-mêmes. Et le cheval aura envie de nous suivre, d'autant plus si nous on s'aime nous-mêmes. De nouveau, on revient toujours à ça. Et le problème, c'est que l'humain associe la déconnexion au désamour. Et le cheval, il se déconnecte à l'instant T, pour une raison à un instant T, quelque chose qui ne lui a pas plu dans notre attitude à un instant T, mais ça veut pas dire pour autant qu'il nous aime pas. Il n'est pas du tout là-dedans, de toute façon. Et donc le problème de ce discours intérieur d'associer la déconnexion au désamour, ça casse complètement tout ce qu'on pourrait construire, parce que tout ce qu'en fait on va observer va être déformé par ce discours intérieur. La déconnexion, voilà, on va dire « Ah bah non, il m'aime pas, c'est pour ça qu'il s'en va ». Et du coup, on s'empêche d'observer correctement notre cheval. Avec les signaux, comme je vous disais tout à l'heure, je vous dis toujours « Observez votre cheval ». Oui, mais il faut vraiment observer sans mettre nos besoins derrière et sans justement déformer par nos besoins derrière. Si on a une attente d'amour et qu'on observe à travers ce prisme-là, on n'arrivera jamais à comprendre notre cheval. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les faits sont neutres et c'est vraiment la pensée et les émotions qu'on met derrière qui leur donnent une valeur. Mais il faut vraiment simplement juste se dire « Ok, là mon cheval à ce moment-là est parti. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes gestes? Quel était mon discours intérieur ?» Mais sans commencer à se dire « Alors oui, alors il m'aime pas » et commencer à partir dans le jugement de valeur. Et quand on sent que notre observation devient colorée, devient teintée et qu'on maîtrise plus ses émotions, là c'est important de s'éloigner de son cheval pour prendre le temps justement de se remettre en lien correctement avec lui. En lien d'abord avec nous-mêmes et puis en lien ensuite avec lui. Et ça, je sais que ça peut être un véritable challenge, quelque chose qui est vraiment compliqué pour la plupart d'entre nous. Et ça encore, on en revient à ce que je disais il y a quelques secondes sur le fait de développer les capacités de notre cerveau. On a justement ces neurones miroirs, mais on a aussi ce qu'on appelle le cortex singulaire, qui est le siège de la volonté. Et ça, je vous remets en lien la vidéo « Croyez en vos rêves » où je vous en parlais. C'est une des découvertes les plus importantes des neurosciences, qui nous explique que le fait de ne pas vouloir faire quelque chose, mais de le faire quand même, ça développe la structure cérébrale appelée justement ce cortex singulaire. Plus vous allez vous confronter à ce que vous n'avez pas envie de faire, à sortir de votre zone de confort, à vous confronter vraiment à des challenges, plus vous allez muscler en fait cette zone de votre cerveau, et plus vous aurez des facilités à aller justement au-delà de cette zone de confort, et plus vous aurez des facilités justement à croire en vous, à avoir confiance en ce que vous faites, et à pouvoir justement lâcher tous ces besoins d'amour, etc., qui colorent votre vision et qui vous empêchent justement d'avoir une vision claire de la relation avec votre cheval. Parce que souvent, quand je demande à mes élèves un petit peu comment ils analysent la situation, l'analyse de base est pas fausse, simplement elle est trop teintée derrière de jugement et d'émotion, de tout l'émotionnel de l'humain, de toute une interprétation qui dépend en fait des manques de la personne à ce moment-là. Et donc au final, quand la personne me fait l'analyse, j'en apprends plus sur elle que sur son cheval. Et donc voilà, on revient de nouveau toujours à se lâcher prise, on peut pas contrôler ce qui arrive. Un cheval, même si on est tout parfait, qu'on a tout bien fait, il peut quand même y avoir des déconnexions, parce que le cheval aussi, indépendamment du fait qu'on ait fait une erreur ou pas, il peut aussi dire, oui, tout compte fait ça, aujourd'hui j'en ai un peu marre, ou tout compte fait, aujourd'hui je préférerais faire autre chose, ou aujourd'hui je suis moins bien, ou aujourd'hui j'ai mal ici ou j'ai mal là. Voilà. Par contre, ce qu'on peut contrôler, même si on peut pas contrôler tout ce qui peut se passer dans notre journée, mais on peut contrôler comment on répond à ces choses-là, comment on répond à la déconnexion. Si tout de suite on se dit, voilà, il m'aime pas, malheureusement, on donne vraiment pas envie au cheval de revenir quand on fait ça. Et c'est là qu'on a tout le pouvoir, en fait, de se dire, ok, je contrôle pas ça, mais je contrôle la manière dont moi j'y réponds. Et encore un élément important, justement, de ce discours intérieur, dont je vous parlais en début de vidéo, essayer de transformer les « il faut » en « je veux ». C'est qu'en fait, comme pour les gestes, comme je vous disais dans une des précédentes vidéos, je vous disais, prenez des gestes qui vous parlent et arrêtez de vous réapproprier des gestes que vous avez vus dans d'autres vidéos parce que ça marchait. Pareil pour les exercices, prenez des exercices qui vous parlent ou si vous reprenez les exercices, faites-les en leur redonnant un sens, quelque chose qui a un sens pour vous, pour votre couple cheval-humain. Et pour pouvoir vous dire, ce matin je vais faire ça parce que j'ai envie de faire ça avec mon cheval. Et pas parce qu'il faut que je fasse ça pour améliorer notre relation. Si vous le tournez comme ça n'ira jamais. Et moi, je sais très bien, je vois clairement la différence quand je viens avec un exercice auprès de mes chevaux parce que je me dis « Oh, faudrait quand même que je fasse un petit peu ça pour les muscler. » Pouf, c'est foutu, ça marche pas, il n'y a aucune motivation. Par contre, si je viens avec le même exercice, mais oh là là, j'ai une idée, là j'ai super envie de faire ça, on va vraiment s'amuser, je vais le présenter dans le jeu, ça va être super chouette pour nous deux, et là, ça coule tout seul, ça passe bien. Alors que si j'arrive avec « faudrait quand même qu'on arrive à faire ça », pouf, alors là, c'est mort d'avance. Et ce discours intérieur, c'est évidemment ce qui va ressurgir sur notre physique, et c'est pour ça que je vous dis toujours de faire ce scan mental, ce scan corporel, je me répète, mais c'est très important avant chaque début de séance, et s'entraîner simplement à sentir nos sensations, en se concentrant sur les parties de notre corps,
Comparer la partie gauche à la partie droite, par exemple. Sentir où sont nos appuis, plus à gauche, plus à droite. On peut le faire monter aussi, justement, pour voir si on est bien en équilibre dans la selle. Mais pareil, sans jugement, comme je viens de vous dire. On essaie vraiment d'avoir une observation pas colorée par un discours intérieur et par des « il faut absolument que je corrige ça ». Non. Ok, j'ai plus de poids à gauche qu'à droite. Ok, et rien que de le noter, souvent, c'est ce que je remarque, que ce soit moi ou chez mes élèves, rien que de leur dire « tiens, t'as un petit peu plus de poids à gauche qu'à droite ». Bon, rien que de noter, d'avoir ça en tête, inconsciemment, le corps va travailler derrière et va se rééquilibrer. Donc juste entraînez-vous à noter, dire « ok, j'ai plus de poids là que là ». Bon, ok, pourquoi pas. Sans jugement, sans chercher à corriger parce que vous risquez de trop faire, et laisser simplement le corps se rééquilibrer naturellement au fur et à mesure de la séance, parce que voilà, dans votre tête vous aurez dit, en effet c'est pas normal, j'ai plus d'un côté que de l'autre, et l'équilibre va venir se remettre. Ce qui est important aussi, c'est de faire ce même scan chez votre cheval. Et là on va en venir à une clé vraiment concrète que je vais vous donner ici, et qu'on appliquera ici en fin de vidéo, à voir un petit peu comment on peut voir est-ce que notre cheval est à l'aise ou pas en séance. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que votre cheval est immobile et semble calme qu'il est d'accord avec ce qu'on propose. Ça peut être une attitude de renfermement. Dans ce scan, vous allez devoir observer un petit peu les expressions faciales, position des oreilles, crispation de la mâchoire, clignement des yeux, etc. Le port de tête, la tension générale du corps, la présence ou non de signaux d'apaisement, on en a parlé tout à l'heure, et puis aussi les réponses que va vous donner votre cheval. Est-ce qu'il propose des choses? Est-ce qu'il est assuré dans les réponses qu'il vous donne? Est-ce qu'il est curieux? Est-ce qu'il semble simplement subir ce que vous lui demandez? Etc. etc. Je vous mets ici la liste. Et donc ça, c'est une liste qui a été faite par Catherine Sen, donc celle qui m'a formée notamment pour devenir comportementaliste équin. Et donc sur cette liste, on voit sous chaque indicateur trois lettres, B, M, F. B, ça veut dire bon, M pour moyen et F pour faible. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant de faire à chaque fin de séance avec votre cheval, de faire ce scan et de dire, ok, dans ma séance, comment il était? Son écoute, son attention, était bonne, mauvaise, faible. Et même, ça peut être intéressant de le faire pendant la séance, de faire une pause pour faire ça, et hop, de continuer ensuite la séance pour essayer de modifier ce qui ne va pas. Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir le plus de B partout. Et donc ça, on fera justement une application tout de suite en fin de vidéo avec ce petit scan mental du cheval. Tant qu'on est sur le sujet de lire les signes et de faire justement ce genre de scan, je vous repasse ici un petit test avec 2 postures à observer. Et je sais que vous aviez beaucoup apprécié la première fois que j'avais fait ce jeu-là, et là j'aimerais que vous me dites, pareil, quelle est la différence en fait entre ces 2 photos? Qu'est-ce que vous observez dans les 2 attitudes? Et donc la réponse ici était que le cheval alezan était vraiment dans une douleur, un mal-être, alors que la deuxième photo avec le licol bleu, le cheval était au repos, en détente, on voit la lèvre qui pend, il n'y a vraiment pas de tension. Donc de nouveau, voilà pour vous montrer que ces signes, c'est pas toujours facile à observer, mais là, la principale différence, c'est la lèvre qui pend et aussi voilà, le niveau de tension au niveau du faciès. Ça pour en venir à mon sujet sur la vraie décontraction, justement. Parce que comme vous voyez, on peut vite avoir un cheval qui est en douleur, un cheval qui est en inconfort, sans le voir, et on peut carrément presque le confondre avec un cheval qui est détendu. Et souvent, ça je vois notamment un très bon exemple au moment de la friandise. Au moment de la friandise, moi la première, je vous dis toujours, on donne la friandise quand le cheval est calme, donc on attend que le cheval soit calme, qu'il détourne la tête, c'est même bien voilà, pour lui apprendre à ne pas envahir. On donne la friandise quand le cheval a détourné un petit peu la tête, et là on récompense quand le cheval est calme et en tête détournée. Mais calme et en tête détournée, chez la plupart de mes élèves, de nouveau ce que je vois, c'est qu'on a un cheval qui est calme, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas, mais il a une tête pratiquement comme sur la photo de notre alezan, qui est vraiment un inconfort, qui est complètement crispé. Alors il est calme, il ne bouge pas, il n'envahit pas, il attend, mais dans sa tête ça bouillonne, parce qu'il attend absolument sa friandise. Et moi ce que je veux, c'est un cheval calme, pas simplement de physique, mais dans son mental aussi, qui est détendu, qui attend sa friandise détendue. Et détendu pourquoi? Parce que de nouveau, pas de frustration, si clarté, si il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir cette friandise, et que de toute façon, voilà, elle arrive, et qu'on n'a pas non plus demandé quelque chose de trop dur, comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien avoir de la pression avec du renforcement positif, on peut avoir une attitude comme ça d'un cheval crispé, si ce que vous avez demandé était trop compliqué pour lui. De nouveau, on cherche avant tout l'adhésion mentale. Et donc, je veux pas juste un cheval qui, ok, il sait que pour avoir sa friandise, il faut qu'il détourne la tête. Non, je veux qu'il le fasse dans le calme. Donc, de nouveau, le contrôle des émotions et pas le contrôle du physique.
Peut-être qu'on a la bonne réponse physiquement, oui d'accord, c'est très bien, mais si derrière le schéma mental n'est pas bon, on n'est pas dans des émotions positives, qu'on est dans des émotions négatives, c'est raté. Quand on a un cheval qui bouillonne, qui est tendu, qui est impatient, ça ne va pas. Donc ça voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à noter, que l'attitude ne doit pas être de façade, quelle qu'elle soit. Ensuite, on va reparler un petit peu du focus, et ça on va en parler tout de suite avec de nouveau quelques images d'Abantos, et donc là on va parler du focus dans le jeu. Et ça c'est un exercice que moi j'aime beaucoup faire avec mes chevaux parce que c'est super amusant, et que je me suis rendu compte que l'exercice que je vais vous présenter là, qui est vraiment tout simple, c'est quelque chose qui permet vraiment à l'humain, j'ai vu ça avec mes élèves, de se décontracter, d'être dans la vraie joie, dans le vrai jeu, sans se poser de questions, et justement d'avoir le focus de son cheval, sans ce problème derrière de discours intérieur, dont je vous parlais il y a quelques minutes, où il dit « Oh là là, mon cheval se déconnecte, c'est qu'il m'aime plus, etc. » En fait, ça coupe. L'humain passe tout de suite dans le jeu, le cheval, il met très facilement son focus sur l'humain avec ce type de jeu, et du coup, on est sur des oui des deux côtés, et du coup, l'humain se décontracte beaucoup mieux, il comprend l'intérêt du focus, il comprend comment il devient intéressant pour son cheval, et il voit enfin que c'est quand il cesse d'avoir ce discours intérieur et d'absolument aller chercher son cheval, comme je vous disais tout à l'heure, en lui disant viens, 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 et en prenant tellement de place qu'au final il le pousse, mais que c'est au contraire en se reculant et en attirant le cheval à soi, parce qu'il est dans le jeu, parce qu'il est intéressant et parce qu'il est sûr que son cheval viendra, que là tout à coup son cheval vient. Et donc ce jeu c'est quoi? C'est simplement de nouveau utiliser un petit jeu d'éveil, une balle à pousser, un foulard à tirer, tout ce que vous voulez, quelque chose que votre cheval aime bien, et se déplacer dans la carrière avec, se mettre devant, derrière, assez loin de votre cheval, en liberté, et demander à votre cheval de venir pour venir pousser la balle, tirer l'objet, juste voilà, jouer et garder l'attention de votre cheval, du coup à grande distance. Commencez pas trop loin au début, mais après voilà, n'hésitez pas à vous éloigner assez vite, parce que ça va vraiment vous aider justement à être dans ce lâcher prise et à voir qu'en fait, même si vous êtes très loin, si vous êtes dans la bonne attitude, que vous avez justement, hop, le jeu en main, que c'est très chouette, que vous êtes dans le jeu, votre cheval il vient tout de suite jouer avec vous. Donc n'hésitez pas, moi je dis ça souvent à mes élèves, quand je vois que ça commence à pas aller, qu'il n'y a plus de lâcher prise, ok, on fait une pause, on arrête tout, on arrête ce qu'on est en train de faire, on fait un jeu, va chercher une balle, va chercher ce que tu veux, va te mettre au bout de la carrière et appelle ton cheval. Et puis surtout, cet exercice qui est important, c'est qu'il y ait du rythme. Si vous faites ça en dormant à moitié, évidemment, ça va pas marcher. Ce qui est important, c'est de varier. On peut même pas proposer au cheval de passer sur une barre au sol pour nous rejoindre, voilà, pas un truc trop compliqué non plus, hein. Ça doit vraiment rester quelque chose de ludique, mais voilà, si votre cheval n'a pas de souci avec les barres au sol, pourquoi pas en profiter pour passer sur une barre au sol pour varier. Pensez à bouger autour de votre cheval pour garder son attention. Rendez-vous intéressant. Et c'est pas en se faisant tout petit dans un coin de la carrière que vous allez être intéressant. Si vous restez statique à demander 10 fois de la même chose, ça va pas être vraiment intéressant non plus. Pensez au neurone miroir, comme je vous ai dit. Devenez un cheval pour que votre cheval fasse par imitation. Surprenez-le par votre demande, et non par la façon dont vous demandez. La façon dont vous demandez doit toujours être sans brusquerie, en prévenant le cheval. Voilà, on l'appelle par son nom, on lui dit viens, on fait les choses proprement. Voilà, on commence pas à lui agiter le truc sous le nez et à devenir complètement brusque. Non. Par contre, même si la façon dont vous demandez reste propre, claire, etc., surprenez-le par votre demande. Surprenez-le par votre demande. Donc c'est-à-dire mettez-vous une fois à gauche, à droite, plus loin, plus près. Voilà, ça ne doit jamais être 2 fois la même chose. Et donc ça c'est quelque chose avec Abantos, voilà, lui il adore faire ça et je fais ça très régulièrement avec lui. Quand j'ai pas d'idée en général, je fais ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. Et voilà, et même je vous dis avec cet élève dont je vous parle depuis le début de la vidéo où on a fait que 2 séances ensemble, ce petit jeu a marché tout de suite avec sa jument. Voilà, en une séance elle avait appris à pousser la balle, elle adorait ça. La séance d'après, j'ai vu qu'il y avait justement ce problème de lâcher prise. Je lui ai dit, allez, hop, à gauche, à droite dans la carrière, on joue, et la jument est venue partout la chercher en liberté et ne l'a jamais lâchée. On va terminer maintenant avec la dernière partie de la vidéo. Et on va être encore avec notre cher ami Abantos. Et à la fin de la séance que je vais vous présenter ici, on va utiliser le scan mental dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici aussi, voilà, je vais vous demander d'observer vraiment finement ce qu'on va faire, parce que ça sera un exercice en 3 étapes. Et on va voir voilà, l'attitude du cheval changer à travers ces 3 étapes. Comme vous le savez, moi je cherche toujours dans mes séances à être dans le seeking au niveau du système émotionnel, avec un cheval qui accède à son cortex préfrontal, pas de cortisol, pas de stress, etc. etc. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que le cheval accède à ses pleines
capacité au niveau de son cerveau. Je veux pas obliger ni contraindre le cheval, donc je veux être dans l'adhésion émotionnelle du cheval, et pour cela, quoi mieux que de passer par le jeu. Comme vous le savez, j'adore lier jeu et séance. La joie dans la voix, évidemment, ça permet de générer chez le cheval les émotions positives, et ici on a encore un très bon exemple. Souvenez-vous, ça je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, avec tout ce qui est balle, jeu d'éveil, donc ce que préfère votre cheval, tirer un objet, pousser un objet, etc. On peut rendre l'apprentissage notamment des cercles amusants. Je vous avais présenté la dernière fois où je disposais en cercle, un cercle de cônes, et tout autour je mettais des balles à pousser. Et ça avait très très bien marché justement avec une jument qui était vraiment traumatisée de la longe. Ça avait permis de réapprendre simplement le fait de tourner en cercle avec son humaine dans la décontraction. Et donc au début, la propriétaire marchait à côté de sa jument, et puis petit à petit, la jument allait de balle en balle, la personne n'avait plus besoin de marcher avec la jument, et puis petit à petit, on a pu ne laisser plus qu'une balle, et de simplement réutiliser les codes que la personne a mis en place pour le cercle, et la jument a complètement du coup oublié son association avec la longe, parce qu'en plus, la personne au milieu du cercle ne réutilise pas les codes de la longe, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre de la pression aux hanches, on est vraiment simplement en train de guider notre cheval, et de guider beaucoup plus sa tête en fait que de le pousser au niveau de ses hanches. On lui indique une direction. Comme là, vous voyez, je vous l'ai illustré ici avec Avantos, où ici, je lui propose de faire un cercle, mais avec des foulards ici à tirer. Simplement avec ma main, je lui montre la direction. La mise en avant se fait avec le mot marche à la voix, mais il n'y a aucune pression mise derrière le cheval. C'est simplement, comme vous savez, comme vous l'avez vu dans la vidéo avec Tekoa et dans tous les chevaux que je démarre, on apprend le mot va, le mot vient, le mot marche, et avec ces trois mots-là, une fois qu'ils sont acquis, on fait énormément de choses. Le va, on envoie notre cheval à distance, le marche, il marche, le vient, il revient. Avec ça, vous pouvez clairement faire un cercle, et avec votre bras, comme je vous dis toujours, j'apprends le suivi de main à mes chevaux. Le suivi de main, il sait qu'il suit la main, que la main montre toujours la direction. Ici, on a l'exemple des cercles, mais avec ces balles à pousser, ces foulards à tirer dans des cônes, vous pouvez faire n'importe quelle forme. On peut faire un triangle, un slalom, une ligne, et apprendre au cheval comme ça à aller de cône en cône sur n'importe quelle forme. Et d'ailleurs, avec la personne dont la jument était traumatisée des cercles, elle aussi, elle avait fini par être un petit peu traumatisée des cercles, donc au début, je lui avais fait faire l'exercice sur des slaloms, simplement sur des autres formes, pour lui dire, ok, maintenant que tu as ta jument qui va de cône en cône, sur des slaloms, on va faire pareil en cercle, c'est juste la forme qui change, mais honnêtement, le principe est le même. Et donc, voilà, le cheval va en fait de jeu en jeu, et vous pouvez donner à ce jeu la forme que vous voulez, et c'est ça qui est vraiment infini, et le cheval décrit ainsi la forme souhaitée, associée au jeu, et puis petit à petit, vous n'aurez plus besoin de balles, ou de foulard à tirer, parce que le cheval aura associé ça au jeu, il sera dans sa mémoire positive, et donc après, vous pouvez simplement mettre une balle à la fin, voilà, quand le cercle est fini, mais la forme sera apprise parce que du coup, associée du coup au geste que vous faites à ce moment-là. Ici, comme Avantos, lui, vous le savez, il connaît très bien les cercles en liberté. On n'en a pas fait très longtemps parce que j'avais mis en cercle ici des petites choses à tirer parce qu'il aime beaucoup. Il y avait et à tirer et à pousser, donc c'était un petit peu le challenge de pas confondre, de bien écouter si je disais pousser ou si je disais tirer. Donc voilà, il réalisait ça très très bien. Les cercles, c'est quelque chose qu'il connaît très bien, et donc il commençait un petit peu à s'endormir, je sentais, il était moins réactif, il avait besoin que ça bouge plus, il avait besoin d'être un petit peu plus stimulé. Donc du coup, je change d'idée. Et on a appris, grâce à ces jeux d'éveil placés comme ça en cercle, les extensions d'encolure dans le jeu. Et ça, c'est vraiment un exercice un petit peu plus poussé, mais super intéressant. Souvenez-vous, pour les extensions d'encolure, on l'avait déjà pratiqué avec une balle que je tenais en main et je proposais à Avantos de la suivre au niveau du sol, de remonter ensuite quand je remontais avec la balle. Voilà, donc ça c'était possible aussi, mais ici c'est encore une autre méthode et je trouve que c'est un petit peu plus ludique parce qu'ici le cheval fait vraiment en autonomie à distance. Là, ici, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en collaboration avec Avantos, parce que c'est vraiment lui qui a donné cette idée. Je l'ai juste cadré, en fait. À un moment donné, j'ai vu qu'il mettait un petit peu plus de mouvement, et qu'il se mettait vraiment à pousser tous les cônes sur son chemin,
sans vraiment s'arrêter et prendre le temps de bien faire l'exercice comme je lui demandais. Et j'ai dit « Ouh, mais ça peut être intéressant ». La preuve encore une fois que les chevaux, ils peuvent aimer les séances et en devenir acteurs sans qu'on les force. Ici, il m'a pas dit « ça me saoule, je me déconnecte, je vais brouter », alors qu'il y a plein d'herbes autour de la carrière. Il m'a dit « et si on faisait ça ?» Et comme il sait que je l'écoute et que souvent je pars dans ses propositions, même si je les modifie un peu, mais je suis pas braquée dans un truc en me disant « on va le faire jusqu'à que ça marche », et bah du coup, justement, il me propose des choses parce qu'il sait que je suis capable de l'entendre, et donc plutôt que de partir brouter, il tente d'abord de me dire « est-ce qu'on ferait pas ça ?» Alors oui, vous allez voir, il y a des loupés parfois, des fois il va passer à côté de certains cônes, etc. Parce que de nouveau, je cherche pas à tout prix un cheval qui dit oui à tout. Je suis dans le dialogue, et un dialogue, bah, c'est pas quelqu'un qui vous dit oui tout le temps. Je cherche la perfection du moment, hein, j'aime beaucoup cette expression, et non la perfection du mouvement. Donc là ici, pour apprendre ces extensions d'encolure sur le cercle avec des jeux d'éveil, ici donc on a pris du coup les cônes à pousser parce que c'est un petit peu plus simple à faire ça en mouvement, on a 3 étapes. Je vous les mets ici en résumé, et puis après je vous les détaille un petit peu. En première étape, des cônes à venir pousser sur le trajet du cercle. En deuxième étape, on vient simplement baisser la tête au moment des cônes sans plus les pousser, sans plus s'arrêter aux cônes. Et enfin, en troisième étape, on ne s'occupe plus des cônes, mais simplement on réutilise le code qu'on a appris par le jeu pour venir baisser la tête. Donc l'étape 1, on pousse chaque cône et on prend vraiment le temps de s'arrêter à chaque cône. C'est vraiment dur de mon côté de gérer l'énergie parce que je dois la monter pour le lancer dans le marche et tout de suite, parce que les cônes arrivent vite, la baisser aux abords du cône pour qu'ils viennent pousser le cône. Et donc ça, c'est vraiment une question de timing, de bon moment, et vous savez qu'Abantos, il n'anticipe pas du tout. Donc il est vraiment calé complètement sur mon énergie. Et ça fait travailler en même temps la conscience de l'environnement, car Abantos doit noter le cône. Et vous allez voir que c'est plus dur quand je réduis la taille des cônes et qu'on a des tout petits cônes. Là, c'est vraiment très compliqué comme travail. Et ensuite, ça permet également d'avoir un cercle avec des points de passage précis. Et non parce que vous y poussez votre cheval, mais parce que c'est lui de lui-même qui suit ces points que vous lui montrez. De nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, avec ce fameux suivi de main et les cônes qu'il note. Et donc voilà, ça c'est vraiment un super bon exercice de concentration. Et pour vous, parce que voilà, va falloir gérer cette énergie haute, énergie basse, et en même temps pour le cheval qui doit se caler sur votre énergie, noter les cônes, donc c'est vraiment super. Après c'est quelque chose, moi j'ai mis 4 cônes, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins, on peut petit à petit réduire le nombre de cônes, tout dépend aussi de ce que vous voulez faire. L'étape 2, on va plus s'arrêter au cône. Je vais demander au cheval de continuer à marcher, je vais juste toucher le cône, pointer en fait sa tête vers le bas au niveau du cône, mais pas de prendre le temps de le pousser. Parce que s'il prend le temps de le pousser, à des fois il arrive à le faire en marchant, mais souvent il doit s'arrêter. Et du coup, ça fait un cercle un petit peu saccadé, on a un cheval qui marche, qui s'arrête, qui marche, qui s'arrête, qui marche, qui s'arrête. Donc c'est pas forcément très pratique, surtout si on veut travailler justement l'extension d'encolure, la tête vers le bas, dans le mouvement. Et donc ça, cette étape 2, c'est en fait un petit peu Abantos qui me l'avait proposé. Et donc simplement, j'ai cadré. Je suis repartie de l'étape 1 pour bien lui expliquer ce que je voulais. Et puis après, on est parti à l'étape 2 où je lui ai dit maintenant, on reste un petit peu plus en énergie haute. C'est vraiment, c'est même plus touch and go, quoi. C'est hop,
sur la foulée, tu touches le cône en marchant. Et s'il tombe, il tombe, s'il tombe pas, il tombe pas, c'est vraiment plus le but de spécialement le pousser. Et donc ça, c'est moi dans mon énergie, du coup, à monter un petit peu plus mon énergie pour dire, on prend plus le temps de s'arrêter au cône. Il n'y a plus de pause. Hop, on continue. Et donc ça, de nouveau, bah voilà, c'est pas facile de mon côté, mais c'est un très bon exercice. Étape 3, on ne fait plus du tout attention au cône. C'est-à-dire que les descentes d'encolure, on les fait sur demande. On réutilise justement ce moment où je baisse mon énergie, ce moment où je m'abaisse. Au début, vous voyez, j'avais beaucoup de mal à gérer mon énergie, donc je me babaissais. Je me disais comme ça, au moment du cône, je m'abaisse. Comme ça, c'est clair que hop, on a une descente d'énergie à ce moment-là. Et après, on voit que j'arrive beaucoup mieux à gérer mon énergie et que j'arrive pratiquement à rester assise tout le temps. Et simplement, je descends mon énergie sans avoir besoin de bouger dans mon corps. J'indique de nouveau le même geste avec la main, le même avec le suivi de main pour lui proposer de baisser la tête, mais vous voyez que plus ça avance, moins j'ai besoin, j'ai presque plus qu'à penser pour qu'il le fasse, parce que voilà, on a fait ça par étapes, hein, de nouveau les dominos, si tout est bien fait dans l'ordre, après votre cheval, vraiment, il va suivre vraiment votre pensée, votre intention. Et donc on voit que, bah voilà, si votre cheval est bien focus sur vous, il n'est pas en train de se dire, ah bah j'ai appris à pousser les cônes, donc je pousse tous les cônes. Non, après, il ignore l'icône, parce que dans mon énergie, je lui envoie plus d'intention cône. Je lui envoie juste l'intention, quand je te le demande, on baisse la tête. Et on voit que souvent, bah, je lui demande, c'est pas au moment d'un cône. Et il s'arrête plus du tout au cône, il y fait plus attention. Après, on peut même faire ça au trot, on voit qu'il s'arrête pas non plus au cône. Par contre, hop, quand je lui monte le cône, il fait quand même bien attention à passer par ce point de passage, parce que des fois, moi, je m'oublie un peu, puis je me dis, bon, bah allez, on fait le cercle, puis des fois, je me dis, bah non, on passe plus vers les cônes. Hop, je lui remontre, et là, tout de suite, il dit, ah oui, je vais au cône. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant, même sans s'amuser avec les extensions d'encolure. Ça peut être vraiment amusant de mettre des cônes comme ça pour pouvoir dire à votre cheval, tu passes sur ces points-là précis. Et donc voilà, on voit qu'on a cette descente d'encolure qui est vraiment associée au jeu d'éveil de pousser le cône. Alors vous allez me dire, oui, bah c'est bêtement une target en fait. Alors non, pas bêtement, parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas trop fan de tout ce qui est bêtement target ou clicker, je suis vraiment pas fan parce que c'est froid. Moi ce que j'aime justement dans ces jeux, c'est la joie qu'on amène, hein, ça comme je vous le dis toujours. Faites ce même exercice sans joie, sans amusement, votre cheval, il va très vite s'ennuyer. Là, il est dans le système émotionnel seeking parce qu'il en a fait une recherche, une manipulation d'objets, etc. Mais il va très vite quitter ça une fois qu'il aura compris, si derrière vous n'êtes pas vous dans le jeu, dans le play. Et on voit que c'est quelque chose, il se prête au jeu, il adore cette mise en avant en autonomie, se baisser la tête au moment des cônes, puis se baisser la tête au moment où je mets la bonne énergie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Si on reprend notre fameux tableau pour faire un petit peu le scan de notre abantos, comment il était, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, justement, c'est assez intéressant. Son écoute et son attention, bah, je dirais plutôt bonne. Alors bah, comme toujours, on a eu des petites déconnexions, je vous mets ici justement des petits extraits. Ce qui est génial, c'est que même quand il part, hop, il revient tout de suite. Il vient tout de suite dès que je le rappelle. Voilà, et puis moi du coup, comme je vous dis, il n'y a vraiment pas de stress avec la déconnexion. Ça arrive, c'est normal. Nous aussi, en séance, des fois on se déconnecte, on est des fois plus concentré, plus connecté. Ça demandait beaucoup de concentration et pour moi et pour lui. Concentration, bah du coup, je viens d'en toucher un mot aussi, donc je dirais pareil. C'est bien aussi justement de vous amuser sur ces points-là. J'y pense maintenant là, en faisant la vidéo, mais à comparer, vous direz moi ma concentration et moi mon écoute et mon attention. Voilà, passez aussi tous les points en revue pour le côté humain, ça peut être super intéressant. Réactivité dans les réponses, bah, en début justement on avait quelque chose de plutôt moyen, faible, parce que comme je vous disais, il commençait à s'ennuyer. Hop, quand je suis passée sur le nouvel exercice avec un peu plus de challenge, là c'est revenu. Donc voilà, de nouveau l'intérêt de faire ce petit scan pour justement s'ajuster. Sa confiance en lui, en ses capacités, bah là j'ai trouvé très bonne. Comme je vous dis, ça s'améliore. Connaissant Abantos, c'est vrai qu'un exercice comme ça, il y a quelques mois, il m'aurait dit je comprends pas, c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Puis surtout, il était loin de moi. Donc voilà, là, vraiment contente. Assurance et prise de décision, bah là, de nouveau, voilà, il était assuré. Il n'a pas hésité à me proposer des choses non plus. Donc très bien. Sérénité, on a eu un petit peu des signes de tension au moment du trot, mais ça c'est parce que, comme je vous l'ai mis en commentaire, la carrière était gelée en début de séance, enfin, légèrement gelée en début de séance, donc c'était pas hyper confort.
ce qui était mieux en fin de séance, donc bon, on va dire rien au début et puis beaucoup mieux à la fin. Intérêt, curiosité, bah là très bon, clairement. De toute façon, Abentos, dès qu'il y a plus d'intérêt, il le dit très très vite. Participation, bah clairement, il a proposé les choses, donc on est dans le bon. Sa capacité à entrer en relation avec vous, bah il était complètement ouvert aujourd'hui, donc bon aussi. Intelligence, imagination, bah là clairement, c'est lui qui m'a donné l'idée de cet exercice, donc je pense que c'est lui qui a été très imaginatif. Proposition, bah voilà, il y a des points qui se ressemblent un petit peu. Après, voilà, ça dépend aussi du type de séance que vous faites. Et sa maîtrise de lui face aux difficultés, ça c'est vrai que c'est un point hyper important. Là, il y avait plutôt une difficulté mentale au niveau de la compréhension, et donc c'est pour ça que j'en ai surtout parlé au moment du point, sa confiance en lui, en ses capacités. Mais là, c'est vrai qu'on serait sur un passage d'embûche impressionnant, comme je fais parfois. Là, ça serait vraiment un point qui aurait tout son intérêt. Mais sinon, voilà, on est dans le bon, exactement avec ce que j'ai dit au niveau de sa confiance en lui, où justement, il s'est pas stressé face à la nouveauté, ce qui était son cas avant. Ici, il a plongé dedans, il s'est pas posé de questions. Et donc, de nouveau, on voit l'importance d'avoir toujours dans cette idée, comme je vous disais en début de vidéo, de s'adapter à son cheval. Hein, vous voyez, j'étais partie sur une séance, j'ai changé en cours de route. Comme avec mes élèves, voilà, comme je vous ai dit, le petit jeu avec la balle à pousser ou le foulard à tirer, où je propose à mon élève d'aller d'un bout à l'autre de la carrière en demandant à son cheval de venir en rappel. Voilà, ça c'est toutes des choses que vous trouverez pas dans les livres, voilà, c'est simplement des exercices d'adaptation, en fait, que je me suis rendu compte, voilà, qui marchent super bien pour faire revenir la connexion, etc. Et c'est pour ça aussi que c'est important, ça je vous le répéterai jamais assez, d'avoir une approche globale du cheval. Moi, c'est pour ça que, voilà, avant de me lancer en tant que comportementaliste, je me suis formée à beaucoup de choses. Comme je vous l'ai déjà dit, en shiatsu, en biomécanique, en parage naturel, même en gestion des prairies, nutrition, bref, voilà. Pour vraiment comprendre comment fonctionne un cheval, parce que les émotions, les comportements, oui, c'est important, mais ça suffit pas. Ça suffit pas justement pour pouvoir s'adapter pleinement à son cheval, pour pouvoir lire pleinement son cheval, comme je vous ai dit là un petit peu plus haut. C'est important d'avoir des clés, comme ce que je vous donne, comme je vous disais en début de vidéo, qu'après on va assembler ensemble suivant le cheval. Mais pour pouvoir assembler tout ça, il faut connaître au niveau des émotions, mais c'est important aussi de connaître un petit peu voilà, comment fonctionne le cheval au niveau par exemple biomécanique. Ça, c'est un pilier vraiment important. Je vous parlais dans une des précédentes vidéos de comment bien préparer son cheval pour ne pratiquement plus avoir besoin de demander. Si vous n'avez aucune notion par exemple d'équilibre, pour le travail monté ça va être compliqué. Souvent moi j'ai des gens qui me disent mes transitions vont pas, mon cheval s'énerve au moment des transitions, parce que ce qui va pas, c'est pas la transition en elle-même, c'est même pas forcément la façon de la demander, c'est ce qui se passe avant et après la transition, parce qu'il n'y a aucune préparation. Si votre cheval précipite le départ au galop, le problème c'est pas le départ, ni la façon dont vous le demandez, évidemment ça peut, mais souvent c'est parce que l'équilibre est mauvais avant, c'est votre trot avant n'est pas bon. Et si dans la transition descendante, quand il repasse au trot, il s'effondre, de nouveau c'est pas la transition le problème. C'est le fait qu'il était déjà sur les épaules au galop et que du coup il n'est pas dans le bon équilibre. Et tout ça c'est des notions qui paraissent toutes bêtes, mais si on les a pas et qu'on est juste on travaille au niveau de l'émotionnel, c'est des choses où on peut peut-être passer à côté. Et quand je vous disais c'est hyper important de préparer votre cheval mentalement, mais aussi physiquement. Et une fois que votre cheval est prêt mentalement et physiquement, vous n'avez même plus besoin de demander. Votre transition, vous la pensez, elle se fait toute seule, elle se fait naturellement. Et ça voilà, la transition c'est un exemple comme ça. Mais pour n'importe quel exercice, et c'est pour ça toujours cette image que je vous donne des dominos, si les demandes sont faites dans l'ordre, on pousse les dominos, en fait, les choses coulent les unes après les autres, le cheval est bien préparé, et donc du coup, il n'y a aucune difficulté. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, hein, comme vous le savez, voilà, c'est Domino qui est à l'origine de tout ça, Domino qui s'était mise à la retraite, qui voulait plus rien faire du tout, j'avais fait venir plusieurs professionnels pour voir un petit peu comment fonctionnait avec elle, pour mettre au travail à pied, aucune méthode ne fonctionnait, surtout pas la montée en phase. On m'avait même dit qu'elle était dangereuse, qu'il fallait que je l'envoie dans les Flandres pour la faire casser, parce que voilà, elle avait attaqué notamment une de mes profs à pied, justement sur un moment de montée en phase avec le stick sur le nez, là elle l'avait attaqué, elle lui avait cabré dessus en avançant. C'est à partir de là que moi j'ai dit je vais suivre la méthode justement Domino, et c'est elle qui m'a appris justement comment lui parler, comment m'adapter. Alors oui, comme je vous disais, je me suis formée, j'ai beaucoup lu, etc. Mais à chaque fois je réadaptais tout à elle, je faisais tout en fait valider par elle. Et c'est pour ça que, comme vous le savez, on en est arrivé à une relation exceptionnelle, une jument qui, on a tout refait ensemble, là, elle s'est même remise à sauter, on a fait du cross, je la montais en cordelette en totale liberté, en carrière comme en extérieur, on a même fait du mountain trail avec des ponts suspendus, enfin voilà, il n'y a pas une seule chose en fait qu'on n'ait pas faite ensemble, simplement parce que, je me suis adaptée, je me suis dit, la réponse de nouveau, c'est elle qui l'a.
Et souvent la réponse c'est votre cheval qui l'a. Et le plus important, d'où bah voilà le pourquoi de cette vidéo, comme je vous disais, c'est de comprendre et de lire les signes. Si vous lisez bien votre cheval, c'est lui qui va vous donner les réponses. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment d'aiguiser votre œil, parce que voilà, je sais après, on a plus ou moins cet instinct ou on ne l'a pas, hein, ça c'est quelque chose, je pense que j'ai eu de la chance avec ça, j'ai eu cette sensibilité, mais même sans avoir cette sensibilité, c'est quelque chose qui peut quand même se travailler, qui peut quand même s'apprendre. Si déjà on comprend, on lit bien le cheval, c'est beaucoup plus facile du coup de trouver la méthode qui lui convient, parce que dès le premier signe d'apaisement, on va se dire ok, cette méthode-là, ça ne lui va pas, on va pas attendre le signe de stress. Et d'ailleurs, quand je me suis décidée à être vraiment comportementaliste, pour moi ça a été très très dur de trouver, ça je vous en avais déjà parlé, quelqu'un qui puisse justement me certifier, faire une formation sur le long terme pour avoir ce diplôme de comportementaliste. Et puis également, voilà, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui accepterait de garder ma méthode, tout en me donnant simplement voilà, des connaissances et des clés autour de ça, sans venir changer ce que Domino m'avait appris, parce que moi mon but, comme vous le savez, c'est de venir continuer à la faire vivre à travers cette chaîne, à travers tout ce que je vous donne, de transmettre tout ce qu'elle m'a transmis, parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or. Et donc voilà, et c'est comme ça que ceux qui me suivent le savent, j'ai fait ma formation avec Catherine Sen, qui travaille à la voix, et donc on a pas mal de similitudes avec nos méthodes, il y a également des différences, bien sûr, sinon ça s'appellerait pas la méthode Domino, mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment, justement, comme on avait une approche du cheval assez similaire, et qui a vraiment pu me donner des choses en plus sans venir casser ce que moi j'avais de mon côté. Et donc voilà, on reste de nouveau toujours dans cette idée d'adaptation. Toujours dans cette idée d'amener les chevaux dans le monde humain, mais dans le dialogue et pas dans la contrainte. Passer toujours de ce cheval qui subit avec des comportements réflexes. Qui dit comportement réflexe dit souvent, voilà, système émotionnel FIR, signaux de stress, etc. Passer à un cheval qui maîtrise, qui a des comportements en conscience, comme on l'a vu là, voilà, dans l'exercice ici avec Abantos, qui est complètement dans le système émotionnel seeking play. Parce que justement, voilà, il était dans une recherche de réponse, mais voilà, dans un cadre positif, pas stressant, sans monter en phase dans le renforcement positif, comme on l'a vu en début de vidéo, avec la fameuse carotte pour le passage du tapis anti-bout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. J'espère vous retrouver nombreux en commentaire, notamment pour me dire un petit peu si vous avez tenté le scan mental sur votre cheval, voir un petit peu quel score il a, où vous vous situez. N'hésitez pas à venir en commentaire, échanger là-dessus. Dites-moi aussi au niveau du petit test qu'on a fait tout à l'heure dans la vidéo avec les 2 chevaux, si vous aviez repéré le cheval qui était dans l'inconfort, le cheval qui était dans la décontraction. Si vous aussi, par exemple, au moment de la friandise, vous avez un cheval qui n'est pas dans la vraie décontraction, voilà, tout ça c'est des débats hyper intéressants. Et c'est comme ça aussi qu'on avance, comme vous l'avez vu dans cette vidéo. J'ai beaucoup parlé de mes élèves, parce que voilà, depuis que je donne un petit peu plus de cours aussi, j'ai énormément de cas différents, et donc ça me fait réfléchir, et ça me fait justement voilà, m'adapter, trouver encore des solutions par rapport à ça. Donc moi aussi, je suis dans le système émotionnel, le seeking, je recherche des solutions en permanence, et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend, et que de nouveau, on rejoint aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, on agrandit les capacités de son cerveau, donc cherchons ensemble des solutions en commentaire. Voilà, et donc voilà, comme toujours, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous, à bientôt, merci.